Emmanuel Grégoire, il a dit Airbnb illégal, c'est fini. Et je pense que ça va être assez rapidement fini, oui. Ça fait 10 ans de bataille, de la ville de Paris en particulier. À Paris, on a 90-92% de résidences principales sur Airbnb. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, j'en sais rien. C'est monté presque à 100-120 000 annonces pendant les 2 semaines des JO. Et je pense qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'annonces illégales. Du Airbnb méchant propriétaire. Les règles, elles ont clairement été renforcées, durcies récemment. Là, on est dans la vie des gens. Alors toute procédure ne donne pas lieu à une amende, soyons clairs aussi. Moi, je suis adjoint au logement, je ne suis pas adjoint aux amendes. Il vous reproche que ce chiffre des 25 000 logements sorte de nulle part. L'immobilier à Paris devient un produit de luxe. Paris est une Ferrari. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec notre format à table. Donc à table, comme son nom l'indique, c'est un repas, une thématique, on parle toujours d'immobilier bien sûr, et plusieurs invités qu'on va retrouver ici aujourd'hui. Si vous regardez ce podcast, vous êtes possiblement un professionnel de l'immobilier, peut-être un agent, un promoteur, un marchand de biens ou encore un diagnostiqueur, peu importe. Tous ces métiers sont concernés par un point, la photographie immobilière. C'est le premier point de contact avec un acheteur ou un locataire, et pourtant, c'est souvent le truc que certains bâclent un peu. Gepetto, c'est un studio photo IA pensé pour l'IMO. Vous prenez votre photo et en quelques secondes, vous pouvez meubler une pièce vide, virer ce qui gêne, refaire le ciel, bref, transformer une photo quelconque en une photo qui vend. C'est une solution que j'utilise personnellement avec Dolly, mon agence immobilière. Alors encore une fois, merci Gepetto. Alors aujourd'hui, on se retrouve autour de la thématique de Airbnb et de la location courte durée. Donc aujourd'hui, quand on parle d'Airbnb, c'est plus non seulement une plateforme, c'est un phénomène qui est devenu politique, social et urbain. Pour certains, donc c'est un levier, une certaine forme de liberté, et pour d'autres, c'est une des causes, un facteur de la crise du logement. Donc aujourd'hui, on est là pour en discuter. En France, on parle de millions de nuitées par an, de dizaines de milliers d'annonces à Paris, d'un impact économique massif. Donc on ne parle pas d'un phénomène marginal. Mais on parle aussi de tensions locatives, de pénurie, de régulation. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de savoir si Airbnb, justement, aggrave la crise ou relève d'un problème un peu plus profond. Est-ce qu'on lui fait porter une responsabilité excessive ou est-il devenu un acteur structurant du marché immobilier ? Ce soir, on croise donc 3 regards, un regard politique, un regard juridique et un regard du terrain. Ensemble, on ouvre le débat. Donc merci à tous d'être là. Je vais vous présenter donc rapidement nos invités avant qu'ils puissent se présenter eux-mêmes. Donc à ma droite, qui présentera le dîner avec moi, Aaron Tayeb, que vous connaissez déjà beaucoup. On retrouve Jacques Baudrier, adjoint à la mairie de Paris en charge du logement. Arié Lévy, président du syndicat des professionnels de la location meublée. Et Frédéric Coppinger, avocat en droit immobilier. Donc je vais vous laisser vous présenter à votre tour. On peut commencer peut-être par vous, Monsieur Baudrier. Moi, je suis adjoint à la maire de Paris en charge du logement et de la transition écologique du bâti depuis 2 ans et demi et je suis élu communiste. Merci. Arié Lévy, donc je représente le syndicat des professionnels de la location meublée à Paris et en Île-de-France. On a pour objet de défendre tous les acteurs professionnels de la location courte durée en France. Et moi, je m'occupe de la section donc, pour toute l'Île-de-France. Merci. Frédéric Coppinger, avocat, spécialisé en droit immobilier de la construction. Et donc, dans le cadre de nos missions, parfois, on intervient sur les sujets et les problématiques dites de logement courte durée, dites Airbnb. Super. Avant de commencer, peut-être on commence les entrées, on attaque. Allez. Marion, merci. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'on mange, Marion? Bien sûr, une petite salade de saison avec légumes confits et légumes crus, d'étrave, daikon, burrata avec noisettes grillées et des tuiles parmesan épices douces pour aller avec. Voilà. Bon appétit. Merci beaucoup. Et bon appétit. Merci. Bon appétit. Donc pour commencer, moi j'avais une question pour vous tous qui était, si je vous dis Airbnb dans un premier temps, c'est quoi le premier mot qui vous vient à l'esprit? Alors moi, c'est location saisonnière. C'est une déformation de dire Airbnb. Airbnb n'est qu'une plateforme de diffusion. Il y en a beaucoup, il y a Booking, Abritel, HomeAway, enfin on pourrait en citer des dizaines. Le vrai métier, la vraie activité, c'est location saisonnière de courte durée. Et il y a cette déformation parce qu'ils ont pris une grande part du marché. Et du coup, on utilise ce mot un peu valise de Airbnb comme les réfrigérateurs et les frigos. Et bon, voilà. Ils ont emporté un peu le match au niveau de la dénomination de l'activité. Mais c'est une déformation
Nous, on combat ça au SPLM parce qu'on représente vraiment les propriétaires parisiens, les Français qui font cette activité. Et c'est vrai que de dénoncer Airbnb, qui est une multinationale américaine, qui peut, comme toutes les multinationales, faire de l'optimisation fiscale, etc., qu'on peut dénoncer, ou etc., c'est pas notre sujet à nous. Nous, notre sujet, c'est vraiment de défendre les propriétaires français, qui soient en résidence principale, secondaire, que ce soit des professionnels. Et c'est vraiment, on s'attache à ne plus utiliser ce mot Airbnb dans nos discussions parce que justement, il y a cette connotation par rapport à la plateforme. Donc Airbnb, location saisonnière. Français. Location saisonnière, courte durée. Voilà, on bannit le mot Airbnb dans nos discussions. Ok. C'est important, je pense, non? Bah, De faire un Qu'est-ce peu que la ça vous différence entre cette plateforme de Nous, diffusion. ça m'évoque une victoire politique à l'Assemblée nationale au mois de novembre 2024. Est-ce que vous pouvez rappeler Alors, c'est vrai que, mais c'est beaucoup la presse d'ailleurs qui nous interroge toujours en permanence via le vocal Airbnb. Monsieur a raison en termes de la location touristique de courte durée. Il a, comme frigo, réfrigérateur, il a raison. Ce que ça nous évoque, c'est ça fait 10 ans de bataille de la ville de Paris en particulier. Mon prédécesseur Yann Brossa, mais avec ma collègue Barbara Gomez, on a fini par remporter la bataille grâce au vote de la loi Echaniz-Lemer en novembre 2024 qui a permis de réguler ce secteur et nous donner les moyens de faire appliquer la loi, qu'à l'esprit de la loi, ce qui n'était pas le cas auparavant. Parce qu'avant, on perdait 90% de nos procès. Maintenant, on en gagne 99%. Donc, ça change tout. Ok. Et juridiquement, alors Airbnb, ça vous évoque quoi? Alors, je ne sais pas si c'est la perte de procès ou le gain de procès. Écoute, Naïla, moi, alors c'est peut-être pas forcément le regard de juriste dans un premier temps. Tu me posais la question sur un mot. J'aurais dit facilité, praticité, mais aussi liberté. Et c'est, je pense, un petit peu finalement l'opposition qui a. Je lance peut-être un peu rapidement le débat, mais l'opposition entre l'économie, la liberté individuelle et effectivement les pouvoirs publics qui, dans leur rôle aussi, doivent réguler un petit peu tout ça. Et puis nous, on est les juristes, les avocats, un petit peu au milieu de tout ça, et on essaye évidemment de défendre cette liberté dans le respect des règles. Alors j'entends que la règle elle a évolué. Vous l'avez fait évoluer? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? J'en sais rien. Voilà, moi je suis comme tout le monde, comme toi, comme vous, un utilisateur parfois d'Airbnb, et je trouve quand même que ça a une certaine praticité. Donc voilà, pour moi c'est plutôt esprit pratique. Vous me dites si je me trompe, mais on parle de 192 000 nuitées et 90 000 logements sur Airbnb. Alors ça varie dans l'année. Ouais. Il y a le tourisme, il y a une saisonnalité, la basse saison, la haute saison. Et c'est vrai que on peut être à peu près à 40, 50, 60 000. L'été monté à 80, 90. On a vu pendant les JO, c'est monté presque à 100, 120 000 annonces pendant les 2 semaines des JO. Et puis c'est retombé comme un flanc. Les gens, moi je vois dans nos clients, il y en a qui ont vraiment mis des gens qui n'avaient jamais mis leur logement sur Airbnb et c'est simplement il y avait des promesses de revenus extraordinaires. Bon, ça s'est complètement effondré. On en reparlera peut-être, mais avec cette promesse-là de revenus mirobolants pour les JO, il y a des gens qui n'étaient pas du tout intéressés par cette activité et qui ont mis leur logement sur Airbnb à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça fluctue en fonction de la saisonnalité. À Paris, on a, je crois, 90-92% de résidences principales qui sont sur Airbnb. Et après, on a un delta de 8%, à peu près 8-10%, qui sont des locaux commerciaux qui ont été transformés en meublés touristiques. Et quelques rares résidences secondaires, peut-être avant la compensation, les règles de compensation, mais depuis qu'il y a les règles de compensation, économiquement, c'est plus viable. La compensation, je l'explique pour ceux qui regardent. Quand vous avez une résidence secondaire que vous mettez en location saisonnière, vous retirez un logement à l'habitation aux Parisiens. Donc la mairie demande à ce qu'on compense cette perte en rachetant un local commercial qu'on va transformer en habitation. Donc on a d'un côté une habitation qui devient commerciale et de l'autre côté un commercial qui devient habitation. Dans le même arrondissement. Voilà. Et ça a été renforcé en x2, x3 en termes de surface. C'est-à-dire que si vous avez un 50 mètres carrés
que vous voulez mettre en résidence secondaire sur Airbnb, il faut compenser parfois 100 mètres, 150 mètres carrés selon l'arrondissement. Et l'équation devient économiquement non viable. Donc les gens difficile. abandonnent oui, à moins de faire un coup de fusil, ça devient. C'est fait pour. Oui. Alors, mais ça, c'est une particularité du droit français. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous pouvez faire des choses, mais après, quand on met le doigt dans l'engrenage, Alors, ouais. C'est parce que la Cour européenne nous a obligés à mettre en place ce type de règlement. C'est adapté à l'évolution de la juridiction. D'ailleurs, Airbnb, c'est quand même, faut rappeler qu'il y a environ au moins la moitié des annonces qui sont tout à fait légales. C'est des gens comme vous et moi qui partent en vacances et qui louent leur logement. Et ça n'embête absolument pas la mairie, voire on y est favorable. Ça favorise l'activité économique, le tourisme, ça amène des revenus sans enlever quoi que ce soit à quiconque. Donc voilà. Toutes ces locations touristiques meublées légales, nous n'y sommes absolument pas opposés, au contraire. Il y a une baisse de jours. Notre sujet, c'est, oui, il y a le nombre de jours, c'est 90 jours maximum, mais il y a beaucoup de gens qui louent 10, 20, 30 jours par an, et c'est très bien. 90% des gens louent moins de 90 jours. Ah oui. Il y a très peu de dépassements, mais après, j'ai envie de dire, ce dépassement, il est justifié par rapport à la vie. On a beaucoup de cas particuliers, alors tout le monde ne loue pas, chacun a son rythme de vie. Il y en a qui travaillent, il y en a qui sont à la retraite. Donc il y a par exemple, moi je connais des consultants qui partent en mission pendant 3 mois sur Bordeaux dans une entreprise, ils reviennent chez eux, et ben, ils louent ce qu'ils peuvent louer pendant les 3 mois où ils sont pas là. Donc ça peut correspondre à certains cas, cette espèce de 120 jours, là, de 90 à 120 jours. Mais c'est vrai que c'est pas la majorité des gens. Donc, Pour revenir justement à ce qu'on disait sur les jeux du droit et un petit peu les règles, Frédéric, qu'est-ce que tu en penses? Les règles, elles ont clairement été renforcées, durcies récemment avec la loi notamment Le Mar, on l'a évoqué je crois tout à l'heure, qui vient effectivement limiter, ou en tout cas encadrer de façon plus précise tout cet exercice ou cette possibilité que l'on a. Après, en tant que juriste, nous c'est toujours un petit peu compliqué de se retrouver un petit peu dans le feu nourri. Alors on a eu des discussions avant même que cette table ne débute sur l'impact de ces règles. Il faudrait, alors heureusement on a des spécialistes et des connaisseurs avec des chiffres, et je trouve ça très intéressant et très utile d'avoir toute cette matière-là. Après, moi, pour avoir vécu le sujet auprès de clients, effectivement, il y en avait parfois certains qui comprenaient pas ou qui estimaient la sanction injuste. On a eu à défendre des dossiers, et c'est des dossiers qui sont, j'allais dire, à l'appel, à la chaîne. Vous évoquiez tout à l'heure des milliers, si ce n'est même peut-être de millions d'euros de pénalités et d'amendes pour bénéfice de la ville et de l'administration plus généralement. Je pense qu'il y a un rôle de pédagogie. Il y a eu un effet d'aubaine peut-être pour certains, et je suis ravi d'entendre que finalement une grosse majorité de gens sont dans cette épure de la règle, donc c'est-à-dire inférieur à 90 jours. Donc finalement, on est dans un besoin nécessaire. Après, malheureusement, et c'est un petit peu le sujet de la France, c'est qu'on fait beaucoup de règles pour souvent l'exception et jamais la généralité. L'exception est quand même, il y a une grande partie des gens qui louent leur logement de toute façon tout à fait légalement et qui ont zéro problème. Et là, on n'a pas fait évoluer la règle pour les embêter, au contraire. Mais on a quand même un certain nombre de professionnels, souvent des multipropriétaires, qui ont beaucoup de logements et qui, eux, ne respectent pas. Alors, leur nombre du Airbnb, ce qu'on appelle, nous, illégaux, c'est-à-dire loué, mais c'est pas loué 100 jours ou 110 jours, c'est loué toute l'année. Oui, c'est ça. Et donc, moi, ça m'arrive d'accompagner nos équipes d'inspecteurs. Et le logement, voilà, sont tous, c'est toujours les mêmes meubles, le même dispositif, des boîtes à clés. Enfin, on sent bien que c'est du professionnel, 365 jours par an. Mais là, on parle bien de commercial, de locaux commerciaux avec la destination. Non, mais nous, les logements, logements d'habitation, nous, en gros, nous, les estimations. Alors, le problème, c'est que c'est une pratique illégale, donc il n'y a pas de chiffre officiel, évidemment. Alors, nous, on a sorti une évaluation qui vaut ce qu'elle vaut, mais les services de l'État ont sorti aussi une évaluation qui vaut ce qu'elle vaut, mais il se trouve qu'on a donné les mêmes chiffres. Donc bon, ça pourrait être complètement aberrant. On a dit 25 000 logements, donc sur les 48 000 annonces actives, il y en aurait quand même la moitié qui serait potentiellement illégale, et l'État a dit le même chiffre. Bon, alors après, on verra bien. Nous, notre but, c'est de réduire cette frange d'illégalité à zéro. On pense qu'avec la loi qui a été votée, et les sanctions qui sont maintenant beaucoup plus importantes, ce nombre va se réduire rapidement.
et on verra bien le nombre de logements qui reviennent sur le marché. Donc après, toutes les annonces qui resteront légales, ben, c'est très bien et il n'y a aucun problème et personne n'y trouve un quelconque problème. Et je pense qu'il y a probablement au moins 10 000, voire plusieurs dizaines de milliers d'annonces illégales. Et pour voir les procès qu'on intente et pour visiter avec les rêves, et ça se voit, oui, à l'œil nu. Alors, Il y a eu un effet, assez significatif des procédures judiciaires, notamment sur les gens qui utilisaient ce procédé. Il y a manifestement un effet dissuasif. Moi, en tout cas, on est équipe professionnelle beaucoup moins saisie de ces sujets-là. En revanche, on a saisi d'autres sujets sur effectivement la compensation, notamment et la transformation d'habitation vers la commercialité, ou des recherches strictement de commercialité pour pouvoir développer cette activité commerciale, puisque ça reste du commerce. Et là, on est dans un cadre qui est beaucoup plus encadré, et donc on revient finalement dans votre propos de dire soit on est sur quelque chose de ponctuel, et ça, pas de problème, la ville est même favorable à ça, il y a un besoin, soit on est dans quelque chose d'encadré, et auquel cas il faut respecter. Mais vous le Il y a rien. ressentez, vous, ce chiffre justement des 25 000 annonces Alors moi, illégales? j'avais eu beaucoup de procédures il y a 3 ans, énormément de demandes de clients qui étaient inquiétés, recherchés par les services de la ville de Paris, qui fonctionnaient alors dans des cas plus ou moins bien. Alors parce que la démarche est un petit peu délicate au début, parce qu'elle est souvent liée à des dénonciations, à une copropriété. Mais comment ça commence en signalement? C'est la copropriété généralement? Alors c'est les services de la ville qui doivent certainement, mais Monsieur Baudrier nous le dira, enquêter. Il y a des services. Alors il nous dira pas tout, peut-être. non, mais c'est facile. Ils sont très bons. Je tiens à féliciter notre équipe de plusieurs dizaines d'inspecteurs qui sont d'une efficacité rare, très motivés en plus. Donc je le dis à tous les propriétaires d'Airbnb légaux, on a une équipe de stars, on a une équipe d'inspecteurs et ils sont à fond, d'autant plus que maintenant on a les outils juridiques. Donc là, on a plus que multiplié par 2 le montant des amendes. Et je pense que... Et avec l'IA aussi, peut-être Non, on est passé de 1,3 million à 2,8 millions l'an dernier. Je pense qu'on va approcher les 8 à 10 millions cette année de niveau d'amende. Donc je pense que l'effet dissuasif va être extrêmement rapide. En tout cas, notre objectif, c'est d'ici 2-3 ans. Emmanuel Grégoire, il a dit Airbnb, entre parenthèses, illégal, c'est fini. Et je pense que ça va être assez rapidement fini, oui. Mais pour moi, c'est déjà fini, en fait, parce que quand on inscrit son annonce sur les plateformes de location, Booking, Airbritel, Airbnb, dans l'enregistrement nom, prénom, adresse, on vous demande de renseigner le numéro d'enregistrement qui est demandé, qui est obligatoire et qu'on demande à la mairie. Il y a une page internet pour ça, on obtient directement le numéro d'enregistrement et on le met sur son annonce. Si vous ne mettez pas ce numéro d'enregistrement, vous ne pouvez pas valider la création de votre annonce. Donc c'est pour ça que je m'étonne que des gens réussissent encore à créer des annonces qui soient fausses sans ce numéro-là. Et je finis. La loi Le Meur, on en parle depuis tout à l'heure, mais ça fait 10 ans qu'il y a de la régulation. Il y a eu la loi Elan, il y a eu la loi Allure, il y a eu des directives européennes, il y a eu la loi sur la confiance numérique. Il y a eu énormément de lois qui sont passées et qui régulent tout ça. Et il faut savoir que les plateformes ont obligation de communiquer à Monsieur Baudry, pas personnellement j'imagine, mais la liste de tous les propriétaires, avec leur numéro d'enregistrement, le nombre de jours qu'ils ont loué, et la mairie reçoit ce fichier tous les ans. Et ça leur permet de contrôler effectivement, est-ce que c'est bien de la résidence principale, secondaire, est-ce qu'ils ont bien respecté les quotas de jours, etc. Et je vais même aller plus loin, sur les plateformes de réservation comme Airbnb et Booking, il y a une jauge, et quand vous arrivez à 120 jours, ça bloque et ça désactive votre annonce. Donc, c'est pour ça que quand vous dites qu'il y a encore beaucoup de potentiel, moi, dans ma gestion avec... moi, j'ai une conciergerie, je vois mes propriétaires, on peut plus... Tant mieux. Si vous me dites que, en gros, tout ce qui est illégal est sorti encore plus vite que nous, on se balade, on a un certain nombre de copropriétaires du fait de la loi qui nous interpellent, on a certains... Alors, je ne vais pas vous donner toutes les méthodes de notre équipe d'inspecteurs, c'est leur secret professionnel. Mais en tout cas, ils arrivent quand même à trouver, on intente quand même un certain nombre de centaines de procès. Donc là, on a encore eu 2 condamnations, 80 000, 150 000 euros, importantes. Donc il y a encore un certain nombre de procès. Nous, notre but, c'est qu'à partir du moment le plus vite possible, notre but n'est pas de mettre des amendes. Le but est qu'il y ait des logements. Moi, je suis adjoint au logement, je ne suis pas adjoint aux amendes.
Ouais, mon but est que les Parisiennes et Parisiens soient logés. Et c'est ça mon problème. Donc s'il y a 10, 20, 25 000 logements en moins, à partir du moment où tout le monde rentre dans le champ de la loi et le respecte, ben c'est parfait. Et le moins d'amendes qu'il y aura, s'il n'y a plus d'illégalité, le mieux ce sera. Oui. Et je pense que ça va arriver effectivement assez vite. Et je pense d'ailleurs le débat public, la presse nous interpelle beaucoup là-dessus. Je pense que le phénomène va assez vite se tarir. Et donc tout le monde va rentrer dans la légalité. On aura peut-être moins de procès à faire, et tant mieux. Je pense que d'ici un an ou deux, ça va être vite terminé, parce que les amendes vont être ultra dissuasives durant l'année 2026. Et bah, comme a dit Emmanuel Grégoire, Airbnb illégal, c'est fini, et ça va être fini très très vite. Mais justement, vous parlez de logements en moins, mais de ce que je comprends, du coup, la majeure partie des annonces qu'on voit sur Airbnb, c'est de la résidence principale. Oui, mais c'est des fausses résidences principales. Enfin, je pense que le trou dans la raquette, il est là. C'est qu'effectivement, il y a un manque de communication, heureusement. Alors moi, cette légende urbaine de la fausse résidence principale, parce que qu'on soit bien d'accord, il n'y a aucune étude, aucun chiffre, aucune data là-dessus. Hein. C'est des slogans un peu... Nous, pardon, on a demandé à Airbnb, avant de se réunir ce soir, on leur a envoyé un petit message, et justement, ils vous reprochent que ce chiffre des 25 000 logements sorte de nulle part. Donc, est-ce qu'on peut expliquer comment est-ce que vous avez fait votre étude? Comment est-ce que... Après, on va pas définir, mais en gros, nous, on a, à un moment du premier chiffre, une évaluation qui est effectivement à la grosse et qui n'est pas stabilisée, parce que par nature, c'est du phénomène illégal. Mais ce que je veux dire, c'est que l'État, les services de l'État, qui n'ont rien à voir à nous, la direction règlement, il a sorti 24 000 comme chiffre. Donc, à un moment, dans le cadre du schéma régional d'habitat et d'hébergement. Donc voilà, nous, notre chiffre, je vous dis pas qu'il y a une fiabilité totale, parce que par principe, Airbnb a raison, c'est un phénomène illégal, inquantifiable simplement. Et l'État a sorti exactement le même. Donc il y a un sujet. Enfin, oui, mais bon, on peut se tromper deux fois. Hein. Mais de toute façon, nous ne rêvons que de nous tromper. S'il y en a que 5 000 illégaux et qu'on va mettre peu de procès et que tout sera réglé, tant mieux. Il n'y a absolument aucun problème. Notre but, c'est qu'il y ait du logement, c'est qu'il y ait des logements et qu'il n'y ait plus de phénomène d'illégalité. Le moins il y en a, mieux c'est. Si on se trompe et qu'il n'y en a que 2 000 illégaux, tant mieux. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de logements soustraits aux gens. Et voilà. En tout cas, nous, ce qu'on constate, c'est que le nombre de procès qu'on a à faire augmente et que quand on fait des inspections locales, il y a un certain nombre de signalements, on retrouve un certain nombre d'Airbnb illégaux de façon évidente. Donc voilà, moi, je les ai vus de mes yeux vus. Hein, donc, et avec des vrais voisins qui s'en plaignent vraiment, avec de la location vraiment toute l'année, des vrais gens. Et à chaque fois qu'on fait tous les mois environ... Des visites, à chaque fois que j'en fais avec les agents, on trouve des vrais voisins qui nous décrivent des vrais problèmes. Donc voilà. Donc la réalité n'est pas, c'est pas de la théorie, c'est de la pratique concrète. Moi, vous savez, j'ai commencé ce métier en 2008, donc c'est pas récent, et j'ai commencé avec une fausse RP. Pourquoi? J'étais en couple à l'époque et au bout d'un moment, on décide d'essayer de vivre ensemble. Et je me retrouvais donc à laisser mon appartement pour aller vivre chez ma compagne de l'époque. Merci beaucoup. Mais avec l'incertitude que ça allait marcher ou pas. Donc du coup, j'ai gardé ma RP pendant 6 mois, le temps de savoir si c'était OK. Voilà. Et pendant ces 6 mois-là, j'ai loué. Bon, à l'époque, il n'y avait aucune règle. En 2008, vous imaginez. Voilà, donc j'ai pu louer pendant 6 mois, le temps qu'on se décide, et puis après, j'ai fait autre chose. Mais est-ce que c'est ça, des fausses RP ? Est-ce que c'est des gens qui sont un peu dans des sortes d'hésitation de la vie? Les logements qu'on voit quand on se balade et quand on est exodateur, c'est des logements tous loués pareil, souvent des multipropriétaires qui en ont 5 ou 6 dans l'immeuble, pile poil, le même meuble Ikea standard. Là, c'est pas votre cas. On est plus dans la RP, là. Si c'est plus 5-6 logements. Non, mais en tout cas, on peut pas avoir 5-6 logements. Mais les gens les déclarent en résidence principale, mais c'est des fausses résidences principales. C'est de la fausse déclaration. Donc voilà. Donc nous, ce qu'on constate, c'est des pratiques clairement frauduleuses, mais comme le nez au milieu du visage. Donc voilà. Mais en tout cas, je pense, et je suis d'accord avec vous là-dessus, on va s'entendre que ces pratiques vont rapidement s'arrêter. Et d'ailleurs, la communication qu'on fait autour de notre dîner va aider à ça. Donc voilà, tant mieux. Parce qu'en gros, si vous avez loué illégalement, on a une demande d'inspecteur ultra efficace, vous allez vous cogner jusqu'à 100 000 € d'amende. Vous avez toujours pas dit comment ils font. Hein. Ah bah non, mais je peux vous dire, Secret professionnel. Je peux vous dire que là, l'an dernier, c'était 2,8 millions, et des repartis comme ça va être 10 millions cette année. Donc ça veut dire qu'il y a
au moins 150 à 200 propriétaires qui vont se cogner ce 50 000 à 100 000 euros d'amende. Donc je conseille. Alors, toute procédure ne donne pas lieu à une amende, soyons clairs aussi. Il y a à la fois des mauvais dossiers ou des bons avocats ou les deux. Voilà. Pour avoir échangé avec un certain nombre de vos confrères, en tout cas, Ah, vous en avez un qui a fait son commerce pour la ville de Paris sur ce sujet-là, c'est toujours le même. mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que avant, du fait de la fameuse fiche qui, du 1er janvier 1970, ça nous faisait perdre un certain nombre de procès, maintenant c'est fini et grâce à ça, on gagne énormément de procès, beaucoup plus, de façon massive. Parce que peut-être que vous êtes... Je suis pas sûr qu'il y ait plus de dossiers, enfin, il y a certainement dans les faits plus de dossiers, mais c'est plutôt plus de faits révélés, mais moins d'agissements en masse. Mais je pense puis, que il y a le nombre la- est déjà en train de se réduire et que il y a le la chiffre de latence, 24 000 et 25 000, je pense qu'il y a, mais on ne sait pas l'évaluer, je pense que depuis la loi Janice Lemeur, la communication reçue, ce chiffre est en train de se réduire rapidement. Il faut peut-être préciser qu'en fait, il y a deux situations à distinguer. Il y a la situation de la résidence principale, on l'a évoqué, la RP, évoqué tout à l'heure, et la résidence secondaire. La résidence principale, on autorise dans un quota qui était de 120 jours, qui peut passer à 90 jours dans certaines communes, c'est la loi Lemeur. À Paris, c'est la règle désormais, c'est 90 jours. Et donc, vous pouvez louer de façon saisonnière, de courte durée, dans ce quota-là. Dépasser ce quota-là, vous êtes en infraction dans l'illégalité. Vous avez le cas des résidences secondaires, où là, c'est le principe, c'est l'interdiction. À Paris. Sauf, Ouais. effectivement, dans les grandes villes, en particulier Paris, où le principe est que si vous ne disposez pas de la commercialité, de la fameuse compensation qu'on évoquait si vous vouliez transformer votre logement en commerce, même si les caractéristiques restent les mêmes, mais en tout cas c'est une affectation, on va dire, administrative et juridique, vous permettra de faire commerce et donc de louer. Mais sans cette commercialité, vous ne pouvez pas faire du Airbnb si ce n'est pas votre résidence. Mais le principal changement, Mais après, je pense qu'il y a aussi une latence de la justice. Alors ça, je suis pas sûr, mais ça on reviendra là-dessus. Je pense qu'il y a une latence de la justice parce que on connaît les délais de la justice malheureusement, et je pense qu'il y a beaucoup de dossiers qui arrivent aujourd'hui, qui se clôturent C'est encore ça, tout à aujourd'hui fait, maintenant, évidemment. alors que c'est des Mais situations passées, et finalement on ne fait que régler les additions aujourd'hui, mais des nouveaux dossiers sur des nouvelles infractions, je pense que ça il y en a très très peu. Et la mairie de Paris a une brigade à peu près d'une trentaine d'agents. Ça fait 10 ans qu'il y a une trentaine d'agents. Tous les ans, ils nous disent qu'ils vont augmenter. Non, moi, Ça n'augmente pas. Ah, si. Alors, on est à quoi? À 32, 35? Voilà. Mais si vous voulez, c'est un peu, ça permet aussi d'entretenir le feu doux du Airbnb méchant propriétaire, de pas pouvoir contrôler tout d'un coup en un an ou en 2 ans. On a étalé tout ça pendant des années pour alimenter un petit feu doux anti-Airbnb. Enfin, c'est pas. Non, nous, notre but, moi, je pense que d'ici 1 an ou 2, le problème sera réglé. Et donc, il y aura, ce sujet sera résiduel. Mais il faut bien voir que dans notre Il y aura problème, il y aura d'autres sujets. mais c'est pas du tout le sujet majeur pour nous aujourd'hui. De mon point de vue, c'est un sujet réglé. Et il sera très bientôt réglé. On dit au maximum 25 000 logements. Vous pensez que c'est moins? Bon, pourquoi pas? Notre problème numéro 1, nous, sur les 1 400 000 logements, on a 300 000 logements vacants à résidence secondaire. Sans parler de ces Airbnb. Oui, mais sur les 300 000, il y en a que 110 ou 120 qui pourraient être potentiellement. De mon point de vue, nettement plus. Je pense que ce serait plutôt plus de 200 000 qui pourraient potentiellement être. Donc notre sujet, et ça augmente de 7 000 par an, statistique de l'INSEE faisant foi. Donc notre sujet majeur, nous, c'est les résidences secondaires. Et qui ne sont pas habités, qui sont d'ailleurs pas loués, Nicolas. Donc c'est ça notre sujet. Le sujet à 200 000 logements. Là, je vous parle de au plus 25 000 logements qu'on est en train de regagner. Alors qu'à côté, on en a 200 000 et un nombre qui augmente de 7 000 par an. Vous voyez, donc là, ça, c'est un sujet beaucoup plus important pour la mairie. Et un beaucoup propriétaire fait comment aujourd'hui en termes de rentabilité? Mais c'est pas, il n'y a aucune rentabilité. Le problème, c'est que c'est les propriétaires de résidences secondaires à Paris, ils veulent des résidences secondaires, donc ils le louent pas. Le problème, c'est que c'est des gens qui ne gagnent pas d'argent. C'est des gens qui, quand vous êtes multipropriétaire, 40% des logements privés à Paris appartiennent à des gens qui ont au moins 5 biens immobiliers. C'est la réalité. C'est les chiffres de l'INSEE. Hein. Alors, et donc, ça veut dire que il y a beaucoup de gens dans certains milieux, quand vous avez, alors c'est peut-être pas votre cas, mais si vous avez 10, 15 logements, comme on dit les élus de la Côte d'Azur, au Biarritz, c'est les mêmes, parce qu'on a des gens qui possèdent aussi des gens sur la Côte Basque et à Paris. Il y a beaucoup de gens assez aisés en France ou des étrangers qui s'achètent un pied-à-terre à Paris. Et ça fait des centaines de milliers de pieds-à-terre. Et c'est ça nous demandait de logement. Notre sujet numéro 1 à Paris,
c'est pas les meublés touristiques illégaux, c'est les résidences secondaires. Et qui, d'ailleurs, sont légales. Et notre sujet, c'est qu'à la fin, si on fait comme Rome ou Lisbonne, mes collègues de Rome, Lisbonne, on se parle, hein, on a créé une alliance des Lisbonne Européens. revient en arrière. Hein. Par exemple, à Rome, ils ont quasiment plus de marché locatif privé. Il n'y a plus d'annonces. Donc nous, le parc locatif privé baisse effectivement à cause de l'augmentation du nombre de résidences secondaires. Les meublés touristiques illégaux ont joué un rôle, je dirais, mais à la marge, parce que c'est quelques dizaines de milliers de logements. 2-3% des logements à Oui, Paris. oui, non, hein. mais 2-3% des logements. Mais je suis d'accord avec vous. C'est C'est peanuts. Le sujet, y compris dans la presse, moi, je passe mon temps à des gens qui m'appellent pour me dire « Oui, Airbnb, meublés touristiques illégaux. » Je dis « Mais ce sujet est derrière nous. Le vrai sujet, c'est les résidences secondaires. C'est ça le sujet, qui est 12 fois plus important. » Est-ce qu'aujourd'hui, un logement Airbnb, c'est mécaniquement un logement en moins? Un logement Airbnb loué toute l'année de façon illégale, c'est un logement en moins. Non. Mais il y en a quelques milliers. C'était du commercial, donc ça ne retire pas de biens aux Parisiens. Ça, il faut être bien clair là-dessus. À partir du moment où vous pouvez louer toute l'année, c'est que vous êtes dans une activité commerciale. Ce sont des professionnels qui achètent des locaux commerciaux, qui leur donnent la sous-destination hôtelière, para-hôtelière, meublés touristiques, et qui vont transformer les bureaux en appartements et qui vont les commercialiser à l'année. C'est vraiment du pur commerce. On ne retire aucun logement aux Parisiens. La ville de Paris est la grande capitale européenne et mondiale qui a produit le plus de logements publics et de très loin. Moi, j'ai des gens, des élus, des ministres, y compris d'ailleurs de droite, le ministre irlandais, là, qui viennent nous voir pour voir comment on crée autant de logements publics. Alors, évidemment, on n'a pas racheté tous les logements de Paris, et ça me semble d'ailleurs, ça n'aurait pas été possible. Donc, on a fait beaucoup de logements publics, on n'a pas fait tous les logements publics partout, et c'est normal. Mais c'est quand même la ville de Paris est celle qui a produit 130 000 logements sociaux. C'est de loin la grande capitale mondiale, et on est interviewé par tous des médias internationaux, américains, canadiens, australiens, chinois, japonais, qui viennent visiter et voir l'exemple de la production. Demain, j'ai rendez-vous avec les journalistes du Times. Voilà. Donc on a fait que 130 000 logements sociaux, mais rassurez-vous, grâce à Emmanuel Grégoire, on va en faire 60 000 logements publics de plus bientôt. Mais pour reprendre les résidences secondaires, moi je trouve que, bon, Merci. alors ces chiffres, etc., on peut en débattre. Est-ce que c'est 120 000? Est-ce que c'est 200 000? Voilà. Alors, prenons les chiffres de l'INSEE, les Bah, chiffres de l'État. L'INSEE le dit, hein, ils disent, voilà, il y en a, c'est des successions en cours de résolution, il y en a qui sont en travaux, il y en a qui sont entre deux locations. Voilà, ils détaillent les choses. Tout à Et fait. si on prend vraiment le reste, d'après eux, il en reste 120 000 environ de disponibles. Mais encore tout ça, c'est des chiffres. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que moi, je suis au contact de ces propriétaires, puisqu'on on gère leurs biens. C'est des parcours de vie. C'est des parcours de vie. Moi, j'ai beaucoup de propriétaires. C'est des gens qui ont fait leur carrière à Paris. Ils ont travaillé toute leur vie. Ils ont leurs enfants, parfois leurs petits-enfants. Ils partent à la retraite. Ils prennent une retraite bien méritée en province, peut-être sur la Côte d'Azur ou ailleurs. Et ils veulent garder leur pied-à-terre à Paris parce qu'ils veulent remonter pour voir leurs enfants, leurs petits-enfants, profiter de l'activité culturelle de Paris, qui est quand même incroyable. Et puis, on va pas se cacher, en province, il y a parfois quelques déserts médicaux, et ils ont besoin de garder un lien avec Paris pour continuer des soins et des choses comme ça. Et ces gens-là, moi j'en ai beaucoup, ils viennent 5 jours, 10 jours par mois, et ils retournent. Mais voilà, ils ont cette espèce de va-et-vient entre leur résidence principale, qui est maintenant en province, et leur résidence course. Oui, mais le problème, c'est... Et quand vous cassez ça, vous cassez un peu... alors, il y a les chiffres, il y a tout ce que vous voulez, le logement, je comprends tout ça. Mais il y a quand même une sorte de cohésion familiale, une cohésion sociale que permet ces résidences secondaires. On peut critiquer, par exemple, les villes du littoral qui ont beaucoup de résidences secondaires. Mais c'est quoi ces résidences secondaires la plupart du temps? En majorité, c'est des maisons de famille. C'est les grands-parents, c'est les cousinades quand on était petit, et c'est du patrimoine familial. Et les gens font tout pour essayer de garder ça dans le giron de la famille parce que voilà, ça c'est une valeur, c'est des souvenirs, c'est des choses comme ça avec beaucoup d'émotions. Et ils trouvent que les solutions, les charges ont augmenté, on va louer un petit peu quand on n'est pas là, et c'est souvent, vraiment, c'est la vie des gens. Là, on est dans la vie des gens. Oui. Alors après, on peut sortir des chiffres, des statistiques, essayer de réguler les choses, mais quand on méprise ça, je trouve qu'on méprise un peu les Français. Moi, je méprise personne. Et merci de ne pas utiliser ce genre de... Non, Bon, pas à votre entente. J'ai cité Mais- la France. Hein. Mais la taxe sur vous la n'êtes pas à Biarritz, la que je taxe sur la sache. résidence secondaire qui a été créée
au niveau français, c'est parce qu'on a écrit un bouquin avec Yann Brossa. Donc, c'est clairement notre fiscalité là-dessus, c'est nous qui l'avons inventé. J'assume complètement. Le problème, c'est que, effectivement, alors, dans les résidences secondaires, il y a tout à fait, effectivement, il y a des dizaines de milliers de cas qui sont exactement ceux que vous décrivez. Souvent, ils viennent moins souvent que 5 ou 10 jours par mois, hein. Ils viennent 1 ou 2 à 3 fois dans l'année, pas très souvent. Et vous avez, alors, il y a de tout, mais il y a beaucoup de gens qui viennent moins souvent. Et il y a aussi beaucoup de gens qui habitent en province ou des étrangers qui achètent un pied-à-terre à Paris, un paquet d'Américains qui s'achètent un pied-à-terre à Paris, 2 pièces, ils viennent pas 5 jours par mois, s'ils habitent à New York ou à San Francisco. Donc vous avez, et donc si on laisse faire la loi du marché et qu'on laisse faire ces pratiques, eh ben à la fin, il y aura 500 000 logements comme ça à Paris. Aujourd'hui, il y en a 300 000. Et il y aura plus du tout de marché locatif privé. Donc ça veut dire qu'il y aura plus d'appart à louer, zéro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes actifs, et même ça devient un problème pour, même le patronat, le MEDEF, actionnaire d'Action Logement, il leur dit, il faut que vous investissiez prioritairement à Paris avec toutes vos filiales, parce qu'il n'y a plus de logements à louer dans le privé, et on peut plus embaucher, on peut plus faire marcher l'économie. Et il n'y a pas que les communistes, hein. Donc en gros, si on laisse faire cette loi du marché en respectant un, au moment, s'il y a ces pratiques, s'il y avait que 10 000 personnes qui faisaient ça, c'est pas un sujet. Mais s'il y en a 500, 600 000, ben, il y aura plus du tout d'appartements. Et s'il y a plus le parc locatif privé, s'il y a plus que du logement social où les gens peuvent rester et des propriétaires occupants, ben, les boîtes pourront plus embaucher. Il y aura des quartiers. Prenez le 7e arrondissement. C'est le proportion de logements inoccupés est passé, au hasard. C'est là l'endroit de France où ça a le plus augmenté le logement inoccupé, c'est le 7e arrondissement. Maire Rachida Dati, sous la loi du marché. On est passé de 20, chiffre de l'INSEE, 21 à 34% de logements inoccupés. Ben voilà, si on continue comme ça, il y aura bientôt plus de 50% de logements inoccupés. Mais Jacques, vous pensez pas que c'est pas lié au sujet du Airbnb, c'est lié au fait que... Ah, c'est pas Airbnb, c'est les résidences secondaires. C'est ce qu'a dit monsieur, oui, les gens qui partent en province. Non, mais la difficulté, c'est que je pense qu'il y a J'ai plein pas de dit gens que c'était 100%. Non, mais je pense qu'on pourrait louer des résidences secondaires si on avait une flexibilité, une facilité et des règles qui étaient assez lisibles. La difficulté, c'est quand vous louez un logement à Paris, et d'ailleurs même en France plus généralement, si vous tombez sur un mauvais payeur, si vous tombez sur une difficulté, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est dans votre logement pendant X temps, etc. Et c'est selon moi, en tout cas, mon regard de praticien, c'est que, en tout cas, le retour qu'on a de nos Appelez la clients, mairie. Vous allez avoir le louer solidaire et sans risque. Vous pouvez donner un appartement, on vous garantit un loyer, on vous paye tout, vous avez 0 risque. C'est marqué solidaire et sans risque. Et d'ailleurs, on oui, mais avec un loyer plafonné certainement ou des règles. C'est la question de rentabilité. Plafonné. Et après. Au-delà même de la rentabilité, juste même de l'équilibre. Mais notre sujet, nous, on voit bien, c'est que les propriétaires des résidences secondaires, c'est des gens, souvent, ils ont des patrimoines immobiliers, immobiliers, sans parler des actions, au-dessus de 5 ou 10 millions d'euros. Ces gens-là s'en fichent de la rentabilité. Ils veulent juste un bien. C'est pas des gens qui ont besoin de louer. Je suis pas sûr. Je parle avec des professionnels de l'immobilier. On a un Moi, conseil. j'ai une agence immobilière et c'est vrai qu'on a beaucoup de propriétaires qui n'ont pas des patrimoines qui dépassent forcément 5 ou 10 millions, mais qui ont un petit studio de côté. Oui, mais moi, je vous dis que 40%, la plupart des résidences secondaires, c'est des gens qui ont au moins 5 biens immobiliers. Donc, c'est pas le propriétaire qui a un petit 2 pièces. Le propriétaire qui a juste 2 biens immobiliers à Paris, il est ultra minoritaire. La plupart, c'est des gens qui ont 10, 15, 20 immobiliers. C'est les stats de l'INSEE. C'est la réalité. Ah oui, mais bon. Donc voilà. C'est les stats. Il faut quand même, parce que quand on se dit, j'ai 5 biens immobiliers. Les stats. Quand on se dit, on a 5 biens immobiliers, on se dit tout de suite qu'on prend des fortunes. Mais avoir un appartement au Mans ou à Paris, c'est pas le même rendement locatif et même en volume. Le loyer qu'on perçoit, c'est des 500, 700, 800 euros par mois. Même si vous en avez 5, on ne devient pas milliardaire. Un revenu. Mais ce que je vous dis, c'est que moi, les gens que vous me décrivez qui sont partis en province, je pense qu'il y a une partie, pas forcément tous, s'ils viennent 2 fois par an voir les petits-enfants, mais ils ont qu'à venir à l'hôtel ou dans un Airbnb légal. Et voilà. Et ça laisserait un logement qui sera vide 300 ou 320 ou 330 jours par an. Donc à la fin, ils sont trop nombreux. Donc nous, en tant que collectivité, on peut pas avoir 300 000 logements vides. Il y a des quartiers, moi je parlais avec la maire du 8e arrondissement, qui est pas de mon champ politique, elle me dit, il y a des quartiers, il n'y a plus personne. Dans le Triangle Nord, la place François 1er, baladez-vous. Quand il y a des journalistes qui m'appellent pour dire comment voulez-vous montrer le foyer dans les Landes-d'Air, venez avec moi, quartier résidentiel, regardez, 21h, tout noir. Il n'y a pas pas de lumière aux fenêtres. Pas de lumière aux fenêtres, pas de boucher, pas de boulanger, rien du tout. Mais on peut y compris pour les maires d'arrondissement, qui sont d'ailleurs massivement pas de mon camp politique, qui sont de droite. C'est un problème de vie, de quartier et même de sécurité. Parce que quand il n'y a plus personne, il n'y a plus d'habitants, ça pose des problèmes de sécurité. Donc nous, pour l'équilibre, on est obligé
Quand il y avait 100 000, 50 000 résidences secondaires à Paris, bon, on s'en sortait. Mais quand vous êtes à 300 000 et que vous en prenez 7 000 en plus par an, stade de l'IFEMA, ben on s'en sort plus. Il faut réguler le phénomène. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est que ces gens gagnent de l'argent en louant leur appartement. Qu'ils Justement, gagnent de l'argent. Est-ce qu'on peut reprocher, C'est pas un problème. est-ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à un propriétaire, par exemple, de vouloir optimiser son bien? Nous, que s'il le loue en respectant la législation, en respectant l'encadrement des loyers, il y a zéro problème. Nous, on souhaite qu'il y ait plus de propriétaires dont les logements sont vides qui le louent. On souhaite qu'ils gagnent de l'argent. Et on va même leur offrir une garantie municipale en partie pour les aider et leur garantir. Donc nous, notre but, c'est que les propriétaires louent leur logement. Mais Et c'est aujourd'hui, ça, avec notre but. l'encadrement des loyers, encore une fois, c'est pas si intéressant que ça. Avec les taux actuels, les prix actuels sur le marché parisien, C'est même d'acheter et de inintéressant. mettre à louer. Ouais. Inintéressant. On attend des rentabilités à 2-3%. J'en suis bien conscient. C'est la réalité. Et vous faites très bien les calculs, il n'y a pas de problème. Et pourquoi? Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que les investisseurs institutionnels investissent beaucoup moins et partent de l'investissement locatif à Paris. Mais le problème, c'est que le niveau du prix du marché à Paris, vous regardez les courbes de Frigid sur les prix de l'immobilier sur long terme, a nettement plus augmenté dans les grandes villes et zones touristiques comme Paris que sur le prix moyen en France. C'est parce que justement, on a beaucoup d'acquéreurs de résidences secondaires qui font monter les prix en dehors de tout lien avec la rentabilité locative. Donc notre problème, c'est ces résidences secondaires, elles font aussi monter les prix et elles dégradent la rentabilité de l'investissement locatif. C'est aussi un problème pour ça. Et nous, on souhaite qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent chez vous, qui viennent bosser avec vous. J'ai dit ça à la FNAIM, mais je vous le dis à vous, à tous les agents immobiliers. On souhaite que vous ayez plus de clients pour vous louer plus d'appartements. Nous, on veut qu'il y ait plus de locataires. Et on veut qu'il y ait plus de logements à louer dans le privé. On veut plus le moins possible de lits froids, mais comme à Chamonix, à Megève, à Nice, à Biarritz, enfin oui, et on a ce même problème moi je pense qu'il y a un ensemble, c'est plus de la moitié des zones tendues en France, ça équivaut à 10 millions d'habitants, donc prenez toute la Côte d'Azur, hein, il y a peu de mairies communistes, toute la Côte Basque, vous demandez à monsieur Etchegaray, secrétaire national Renaissance au logement, hein. Mais une fois, on faisait un débat, il a dit « Toi, tu es communiste, moi, je suis trotskiste. » Voilà. Et donc, ouais. Donc, et toute la côte basque, toute la côte bretonne, les grandes villes, on a cette augmentation des résidences secondaires, c'est dans toutes les grandes villes de France. Prenez ça de Vinci, Lyon, Strasbourg et Paris. L'endroit de France où le nombre de résidences secondaires augmente de loin le plus vite et en proportion, c'est Paris. Le phénomène, et vous prenez toutes les stats, c'est le logement vide des résidences secondaires, c'est pas dans la Meuse que ça progresse le plus. Là où ça progresse le plus, c'est à Paris, et c'est dans le centre de Paris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est parce que ce sont les étrangers qui ont le plus, ou en tout cas ceux qui... Les Français aussi. Après, il faut nuancer le propos parce que les étrangers qui achètent des appartements, les Américains que vous citiez tout à l'heure, eux, ils achètent vraiment du haut de gamme. Non, souvent des studios de pièces pâtes, c'est dans... Non, c'est pas Mais des... c'est pas dans tous les secteurs. Hein. Non, c'est très souvent. Les Américains sont dans le centre de Paris et Saint-Germain-des-Prés Voilà, à la bien sûr. limite, mais Il y a- on les ressent. ils On les ont- ils ressent ont pas des dans le codes. 19e, ni Ils dans ont le des 20e. codes. Mais ce sujet, c'est Ou chez l'arrondissement de 1 à 11. Donc ces logements pas qu'ils dans le achètent, 20e. c'est des quartiers premium, c'est des biens de luxe, avec souvent déjà des travaux Oui, très ça, c'est chers, souvent. avec de l'ameublement très cher. Enfin, on est vraiment dans un secteur premium, et ça, même si on le mettait sur le marché pour des Français, parfois c'est pas accessible. Donc c'est pas automatique de dire voilà, on va récupérer ces biens-là pour les mettre sur le marché parce que il y a très peu de Français qui pourraient les acheter ou de Parisiens. Et puis, nous, dans l'ensemble des pays occidentaux, il y a des gens comme moi qui se battent pour faire augmenter la fiscalité sur les résidences secondaires et les logements vacants. Nous, on a un niveau de taxe sur les résidences secondaires. Il a été fixé, c'est nous qui nous battons. Ça fait 13 ans que j'ai déposé des amendements auprès des députés communistes à 0,4% de la valeur du bien en moyenne. Taxe sur les logements vacants. On a obtenu du gouvernement, il y a 3 semaines, Madame de Montchalin a déposé un amendement. C'est suite au fait que j'ai été dans son bureau. On va doubler la taxe sur les logements vacants. On va passer à 0,8 de la valeur du bien. À Vancouver, c'est 4%. Hein. C'est 10 fois plus qu'à Paris. À Bruxelles, c'est beaucoup Oui, mais à plus. Vancouver, vous pouvez renvoyer quelqu'un ou expulser quelqu'un en l'espace d'un mois ou un mois et demi. Mais En France, après- il faut compter 2 ans. Donc, je peux comprendre qu'on... Après, à Bruxelles, dans l'ensemble des pays, prenez l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, Ah bah, vous tous avez- les pays tous les que vous tous les citez. pays, vous avez des taux de fiscalité sur les logements vacants et les résidences secondaires qui sont beaucoup plus importants. Mais avec Nous- des règles qui permettent de Mais en récupérer tout- un bien. Mais en tout cas, nous, on souhaite clairement, et je pense que le fait, cette victoire, l'amendement du gouvernement qui fait suite à nos propositions pour doubler la taxe sur les logements vacants, il a été voté par 190 voix pour, 1 voix contre. Et l'amendement qui n'a pas été voté, qui nous aurait permis d'augmenter la fiscalité sur les résidences secondaires,
il avait été déposé dans les mêmes termes à la virgule près par les députés communistes, députés socialistes et les députés les républicains. Vous voyez, on n'est pas tout seul sur ces débats. Et j'entends bien qu'il soit voté bientôt. Parce que vous voyez, le député les républicains, M. Wauquiez, a défendu les mêmes amendements que nous. Vous voyez, donc ça nous arrive de parler à tous ces gens-là. Donc vous voyez, il y a un consensus. Justement, elle est où la discussion entre le politique et le juridique, par exemple, sur les thématiques comme... Nous, on se parle beaucoup entre politiques. Entre moi, je vois tous les députés, hors extrême droite, évidemment, mais les députés du champ républicain, de mon point de vue, on parle aux députés LR, Horizon, En tous les cas, vous ne parlez Modem pas et à nous. Renaissance. Oui, mais quand Ne la parlez pas aux discussion, professionnels. justement. Mais en tout cas, je vous parle de la résidence secondaire. La résidence secondaire, c'est pas votre champ directement. Oui, depuis les nouvelles réglementations. Donc, ça, Après, c'est pas votre il y a une sujet. question qu'on se pose pas depuis le début, et c'est un peu l'éléphant dans la pièce. C'est pourquoi quelqu'un est amené à mettre son appartement en location courte durée. En fait, les Parisiens, ils sont à revenus constants. Et il y a eu une hausse spectaculaire des charges de copropriété dues à l'inflation, le coût de l'énergie qui a explosé, les taxes locales qui ont explosé. Qui est la plus La basse plus basse de France. France. Hein. Oui, Allez à Montreuil, Oui, mais allez à Neuilly-sur-Seine, qu'importe. allez ici les Moulineaux, vous allez voir la taxe foncière. qu'importe la comparaison. C'est vrai que... Non, mais qu'importe la comparaison. Qu'importe Ce qui est important, c'est de prendre le cumul. Et c'est ça qui est pas pris en compte. C'est-à-dire que la mairie dit, moi, j'ai ma fiscalité, mais elle regarde pas que les propriétaires soient amenés à payer beaucoup plus de charges qu'avant. Donc, l'accumulation, des charges, de la fiscalité, de l'énergie, tous ces coûts qui s'additionnent pour un propriétaire qui a un revenu constant, à un moment donné, il manque de souffle. Et il se pose la question de, est-ce que je quitte Paris et je vais vivre en banlieue et je vais me faire le train tous les jours pour venir bosser à Paris, ou est-ce que je cherche des solutions et je vais louer ma résidence principale quelques semaines dans l'année pour essayer de compenser cette perte de pouvoir d'achat. Et c'est ça en fait. Et en fait, on est dans un serpent qui se mord la queue. Plus vous augmentez la fiscalité, les charges, etc., plus le propriétaire va chercher des solutions de financement, et on tourne comme ça en fait autour du pot. Peut-être que si on allège toute cette fiscalité, le propriétaire n'a plus besoin d'aller chercher ce Airbnb, cette location saisonnière, et puis du coup, on va normaliser aussi le marché. C'est le chat et la souris. Et Monsieur pourquoi Baudrier, on est passé de 120 jours à 90 jours? Parce qu'on n'a pas parlé. pour Mais ça punir, C'est une bonne question. C'est un point qui est important. En tout cas, elle n'est pas juridique, la réponse. c'est pour punir, c'est pour limiter les fausses RP. En fait, Est-ce qu'on peut laisser ceux qui l'ont fait nous répondre? C'était de dire. Ah, mais les fausses RP, elles louent 365 jours, c'est ce qu'on se disait. Oui. Non. Voilà. Non, Donc non, les mais- vrais RP loués 120 jours. C'est pour donner un signal qui va dans le sens pour limiter, pour être sûr que le garantit qu'il n'y ait pas de fausses RP. Ouais. Mais voilà, l'essentiel, mais je vous dis franchement, cette histoire de 120 jours à 90 jours, on a beaucoup parlé, mais c'était pas ça. Nous, l'essentiel, c'était qu'on gagne nos procès, cette histoire de fiches, pour c'est ça. les de 1er janvier 70. Les 120 jours, 90 jours, ça aurait pas changé, c'était pas bien grave. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était un signal de plus et qui faisait un symbole médiatique, d'ailleurs, qui a beaucoup été retrouvé. Alors, C'est un signal de plus qui va dans le bon sens, mais voilà. Non, C'était il va pas pas dans le bon l'essentiel. sens. Pour vous, c'est pas Il bien va- grave, mais pour certains propriétaires, du coup, qui ont une compensation de revenus, il y a un vrai impact. 30 jours de Airbnb. Ça représente combien, 30 jours de Airbnb en temps? Vous avez beaucoup de gens qui louent, Je crois qu'on quand a vous un habitez peu dans votre appart, vous louez souvent Ça 100, représente 110 entre jours par 5 et an. 10 000 euros. 110 je jours pense. par an. Et vous en connaissez beaucoup, des gens qui louent 110 jours par an, il y en a sans beaucoup. en habiter? Il y en a Pas beaucoup. beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en Très, a très beaucoup. peu, peut-être. C'est pas la majorité, mais il y en a qui sont dans ce cas La de figure. plupart, ils louent 20, 30 jours par an, et voilà. Moi, je vois dans nos propriétaires, on a par exemple des jeunes couples qui démarrent dans la vie. Ils achètent un appartement. Bon, ils sont en début de carrière, ils n'ont pas des revenus mirobolants. Mais ils prévoient dans leur plan de financement pour le crédit de louer un petit peu en Airbnb pour essayer justement de compenser les charges de copro ou une partie du crédit. Et puis après, bon, Mais quand vous carrière bossez, se faisant. vous ne louez pas 110 jours par an. C'est quand les gens qui bossent, ils travaillent. Ça. Mais maintenant, il y a le télétravail. Il y a le Oui. télétravail. Les gens sont Mais là, nomades. Vous prenez tous les métiers du digital. Les gens, ils ont un ordinateur. Ils peuvent travailler à Bali, en Espagne, à Paris, Oui, enfin, là, sur la côte basque. Et ces métiers-là Mais- sont énormément développés. cas, Et donc, il y a beaucoup de gens qui partent C'est comme vrai qu'on ça. a beaucoup de collaborateurs qui travaillent même en province, voire même à l'étranger, et effectivement qui doivent certainement... Il y en a qui sont en mobilité, ouais.
Et il y en a qui louent des pièces dans leur appartement aussi. Il y en a Alors beaucoup sur. ça c'est vraiment l'origine de la location saisonnière par Airbnb, qui était la chambre chez l'habitant. Ils ont commencé comme ça en Californie quand ils se sont créés. Ils louaient une chambre pour des salons, des congrès. Et ils ont répandu ce modèle-là, et puis après c'est devenu des appartements, etc. Mais ça, vous avez par exemple une chambre chez l'habitant, vous avez le droit de la louer toute l'année. Ok. Voilà. Ça c'est. Mais bon, encore une fois, aucun impact sur le marché locatif. Non, ça n'embête personne. Voilà. Mais je suis pas sûr. Moi, j'ai vraiment une question à vous poser. C'est que j'entends les bonnes volontés, les bonnes intentions, etc. Mais est-ce que vraiment ça a un impact sur le marché locatif? J'ai l'impression qu'en fait aucune. On est en train juste de restreindre, effectivement, de limiter un certain nombre de personnes, mais qu'in fine, sur le plan, on va dire, pratique de favoriser le logement, je répète, moi, en tout cas, en tant que juriste, moi, ce dont j'ai besoin, c'est de règles qui soient efficaces et surtout qui soient appliquées. Parce que des règles, en plus, on les a, mais elles sont pas appliquées. Juste pour que nos auditeurs, les téléspectateurs comprennent, pour expulser un occupant, ce qu'on appelle irrégulier, etc., donc celui qui est rentré légalement, mais s'est maintenu après illégalement, c'est à peu près 2 ans de procédure. 2 ans de procédure. Donc ça fait 2 ans de perte j'allais dire même pas de revenus, mais simplement d'équilibre financier, puisque le bien vous coûte, vous payez les charges, vous payez éventuellement un prêt, etc. Et vous retrouvez au bout de 2 ans, avec en plus un bien qui est souvent rendu dans un état lamentable, avec une personne éventuellement insolvable, ça c'est encore d'autres sujets, mais vous avez perdu 2 ans de votre vie. Donc en fait les gens, moi tous les gens, en tout cas tous nos clients qui sont confrontés à ça, une expérience et plus jamais de location. Plus jamais. Et d'ailleurs, vous allez être confronté, pardonnez-moi, à un nouveau phénomène qui un petit peu rejoint le phénomène de l'Airbnb. En tout cas, nous, les juristes, on est interrogés là-dessus. C'est les baux dits code civil. Le fameux. Ils sont un vrai problème. C'est les prochains sur la liste. Mais moi, je suis convaincu qu'effectivement, ça sera les prochains. On a eu énormément de demandes là-dessus. Mais je veux dire par là, s'il y a un besoin, il faut quand même essayer de réfléchir. La loi Echanis qui a été votée en première lecture avec l'Assemblée, avec des amendements très sympathiques portés par la ville de Paris. Elle a été votée d'ailleurs. Vous n'en faites pas, on s'en occupe. Je ne suis pas particulièrement inquiet. Faites-nous confiance. On y est. Non, mais moi, je vous pose une réelle question. C'est au-delà d'essayer de contraindre les gens, est-ce qu'on ne peut pas essayer déjà de favoriser notre but, y compris pour que les agents immobiliers comme monsieur aient plus d'appartements à louer, on s'intéresse à ce type d'affaires, c'est déjà de faire baisser le prix de l'immobilier, parce que je pense que cette pratique de résidence secondaire un certain nombre de logements, et pas uniquement des très grands biens, très grandes surfaces de hyper luxe, mais l'immobilier à Paris devient un produit de luxe comme une belle voiture, une Tesla, une Rolex. Et donc, c'est déjà faire baisser ce marché du luxe pour qu'on redevienne... Paris est une Rolex. Paris est une Ferrari. De permettre qu'il y ait plus d'investissements locatifs rentables. Suivant une logique, notre but n'est pas de municipaliser tout l'immobilier, mais qu'il y ait plus de rentabilité. D'offrir aussi, je réponds à votre question, d'étendre, de créer, c'est dans notre programme, une garantie municipale qui étende les catégories visales pour qu'il y ait plus de propriétaires qui aient la garantie du paiement. Et voilà, donc ça, nous, notre but, c'est de favoriser la location privée à l'année, voilà, de tous les moyens possibles, en favorisant la rentabilité, aussi pour que les investisseurs institutionnels. Il y a un drame, hein, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus que la foncière Gestina, qui a encore 5000 logements, et d'ailleurs, qui vient nous en vendre chaque année. Moi, j'ai une question à vous poser à tous. Finalement, si demain Airbnb, ça disparaît, ça change quoi pour vous? Alors nous, c'est des emplois. Pour tous. Alors honnêtement, c'est beau. Aujourd'hui, il y a tout un tissu économique qui s'est créé autour de ça. On essaye, nous, au SPLM, de fédérer tous ces professionnels, que ce soit les agences immobilières qui font de la conciergerie, les conciergeries en elles-mêmes qui sont ultra spécialisées. Il y a des loueurs, des sous-loueurs professionnels qui sont une activité commerciale. Et les foncières, etc. On essaie de fédérer tous ces gens-là. Et derrière ça, c'est des centaines d'entreprises, c'est des milliers d'emplois non délocalisables, c'est des petites mains. Par exemple, entre chaque séjour, il faut faire des ménages. Il faut faire de la maintenance. On fait travailler beaucoup d'artisans tous les jours. Et tout ça, c'est une activité économique aujourd'hui. Je vais le dire au niveau national, mais ça va donner une idée de l'échelle. En France, il y a à peu près 660 000 chambres d'hôtel sur toute la France.
et on a plus d'1 million de logements en location saisonnière. Et un logement en location saisonnière, c'est parfois plusieurs chambres. C'est pas que des studios qui sont mis sur le marché. Donc, il faut comprendre que la location saisonnière aujourd'hui dans l'activité touristique de la France, c'est majeur. C'est pas un truc en plus. C'est plus que l'hôtellerie. Et à chaque fois qu'on la contraint, eh ben, on contraint cette vache à lait qu'est le tourisme pour la France. Aujourd'hui, on a encore battu un record. On est à 103 millions de visiteurs, 102 millions d'euros d'activité pour l'activité du tourisme. On a 20 milliards d'excédents grâce au tourisme. Et il faut comprendre qu'à chaque fois qu'une petite municipalité dans son coin ou qu'une loi nationale vient restreindre la location saisonnière, c'est des milliers de nuits qui s'évaporent, qui ne sont plus vendus aux étrangers, et cet argent magique des touristes ne vient plus en France. Et on voit aussi, par exemple, il y en a qui essaient d'arbitrer avec la taxe de séjour en augmentant le prix de la taxe de séjour, mais à un moment donné, ça devient tellement rédhibitoire dans le prix que les gens préfèrent partir en Italie, en Espagne ou ailleurs, parce qu'ils vont avoir des prix moins chers. Donc, il faut comprendre, le tourisme, c'est vraiment le troisième pilier économique de la France. Et à chaque fois qu'on le renie, en fait, on joue contre le camp de la France. Dans l'état des finances du pays, je pense que vraiment, il faut toujours être très, très prudent. Je comprends, et c'est vraiment légitime, la position de M. Baudrier, de défendre le logement, de défendre l'habitant, etc. Mais je pense qu'il faut jamais être dans la caricature, qu'il faut toujours essayer d'être dans des espèces d'équilibre au plus près. Moi, je dis, il faut être au quartier. Il faut être au quartier. Il faut pas, même pas à la ville, même pas à la région. Faut être au quartier. Dire, voilà, là, ok, on va mettre un petit quota. Là, on va mettre, voilà, pour essayer de régler les choses. Justement, est-ce que quand on est vent debout pour des questions idéologiques, j'ai encore reçu une publicité de Grégoire aujourd'hui qui disait on va récupérer 60 000 logements Airbnb. C'est tout le stock qu'il y a sur le site. C'est-à-dire que quand il sort ce chiffre dans sa publicité, en fait, il dit on va éliminer même les RP, les résidences principales. On est dans une sorte de caricature de surenchère électorale, et je trouve que c'est dommage d'abîmer ce métier juste pour des ambitions politiques. Voilà. Et il y a beaucoup d'emplois derrière, et beaucoup de recettes pour l'État. Si vous dites Merci. ici la location meublée touristique, je vais rassurer monsieur pour son emploi, elle va pas disparaître, c'est un phénomène massif, comme vous le dites, ça va continuer. Le sujet, c'est de réguler les excès. Donc la location en résidence principale, ça va rester, ça va même être éventuellement, ça peut se développer. D'ailleurs, ça n'embête personne, ça ne pose aucun problème qu'il y ait plus de Parisiens qui louent 30, 60, 80 jours par an. Ça va continuer. Et d'ailleurs, personne, à ma connaissance, ne propose de l'interdire complètement d'aucune formation politique. Donc ça va continuer, ça va se développer, c'est un phénomène massif et qui, dans tout un tas de territoires, est légal, et les gens respectent la loi, et c'est très bien. Simplement, c'est une industrie, je dirais, une mode d'industrie touristique émergente, où il y a eu des dérives qui sont en train de s'arrêter, et tant mieux, et maintenant ça se régule. Voilà. C'est comme beaucoup d'autres choses aussi, mais ça ne va pas disparaître du tout. Et personne, d'ailleurs, ne dit il y aura plus de location touristique de courte durée. Parce que monsieur a raison, il y a 1 million de logements, donc plein de résidences principales ou de résidences secondaires dans des secteurs non tendus où ça pose absolument aucun problème à quiconque, et ça va continuer, et c'est très bien. Monsieur a raison. Donc voilà, faut pas caricaturer le débat, en effet. Là, on a, au bout de 10 ans de bataille, mais de phénomènes émergents, on régule les choses, ça va rentrer dans l'ordre, et puis dans 3-4 ans, on n'en parlera plus, et puis voilà, et tout va bien. Justement, dans 5 ans, on voit comment la location saisonnière? Nous, on se bat tous les jours pour professionnaliser le métier. On est pour qu'il y ait un meilleur vivre ensemble entre les touristes et les habitants. On pense qu'il y a beaucoup de choses à faire mais ça implique du dialogue. Je pense qu'on va avoir une accumulation, cette loi Le Meur va créer une accumulation de micro-décisions dans des communes. Mais le problème, c'est qu'au niveau macro de la France, l'addition de toutes ces décisions, à Paris, à Lyon, sur la côte basque, sur la côte d'Azur, à la montagne, toutes ces décisions cumulées, en fait, on va éroder fortement la capacité d'accueil des voyageurs,
le nombre de nuitées qu'on peut vendre aux voyageurs, et ça va devenir massif en fait. Dans 5 ans, moins de voyageurs, sûrement. Alors, Paris, c'est un petit peu, Lyon, c'est un petit peu, etc., etc. Mais quand on va le faire au niveau macro-national, on va additionner toutes ces restrictions-là et on va voir que ça sera des millions et des millions de nuits en moins qu'on ne pourra plus vendre aux voyageurs. Et je pense que les objectifs qui ont été fixés en termes de tourisme, etc., dans 5 ans, ils seront plantés si on continue comme ça. Sans compter les incidences sur l'emploi au niveau national, les recettes au niveau national, voilà. Juridiquement, ça Dans change 5 quoi ans, Airbnb il ressemblera à quoi dans 5 Je ans? pense qu'on continuera à en discuter sous une autre forme. On voit Mhm. que en fait l'enjeu, il est au-delà de l'aspect réglementaire, il est aussi politique et sociétal. Donc il y a une volonté, je l'entends. Il y en a une autre aussi qui doit être défendue. Donc je pense que dans 5 ans, on en rediscutera. Et Airbnb dans 5 ans à Paris, c'est fini ou pas? C'est Airbnb Avec vous. illégal, c'est fini. Ok. Bah, écoutez, je vous remercie à tous d'avoir fait partie de ce dîner et de ce débat, d'avoir Merci à tous pour votre présence et ces exposé échanges vos avis. constructifs. C'était très intéressant. Je pense que ça en intéressera pas mal. On termine l'épisode avec un petit mot de fin en remerciant tous ceux qui nous ont regardés. On vous invite à vous abonner à Brick. Abonnez-vous. Merci. Merci.